6e édition de Miss Radio Mokpokpo, nous en parlons ce matin avec une équipe de la radio qui est avec nous en studio. Nous parlons également du Togo qui se rapproche du Millennium Challenge Account. Notre pays bénéficie donc en 2016 du programme Threshold, ce programme qui va permettre de valider plus rapidement les 20 critères exigés pour parvenir à l'éligibilité au Togo au Millennium Challenge Account. Ainsi donc le Togo a déjà rempli 10 critères à travers ce programme Threshold qui ça va permettre forcément au Togo de concrétiser l'octroi de plus de 40 millions de dollars. Nous allons en parler également avec nos invités. Rapidement faire également le bilan de l'année 2015 sur le plan politique. En 2015, plusieurs partis politiques ont fait parler d'eux. On a également assisté à la création d'autres partis politiques. On a eu également à vivre des scènes politiques. Nous allons en parler, notamment l'élection présidentielle du 25 avril 2015. Voilà donc les sujets autour desquels nous concentrons nos échanges ce matin avec nos invités. Mais avant de vous présenter ces invités, nous allons scruter la une du journal Nouvelle Opinion qui est dans les kiosques ce matin, tout comme plein d'autres, mais c'est l'unique numéro qui nous est parvenu. Donc, nous allons parcourir sa une. Renforcement de la compétitivité économique. Ségus Togo lance la phase aérienne du guichet unique. Et puis citoyenneté, respecter le code de la route, c'est préserver des vies humaines. Démagogie, chantage, menterie, l'AMC et son alternance politique d'avant 2015. L'article est décoré avec la photo d'Éric Dupuis, secrétaire de la communication de l'Alliance nationale pour le changement. Cacophonie au sein du parti des jeunes, la multitude de dissidences à l'UFC, un signal pour la mort politique de Gilles Christ. Et puis dernière assemblée générale de la STT, entendez Synergie des travailleurs du Togo, les travailleurs du secteur public ne désespèrent pas l'adoption de la nouvelle grille pour plus d'opportunités. Opération Noël solidaire édition 2015, la communauté chinoise au chevet des enfants démunis. Fort et son gouvernement sur le bon tempo, écrit le journal de Togo, bientôt éligible au Millennium Challenge Account. Voilà donc pour ce qui concerne la une du journal Nouvelle Opinion paru dans les kiosques ce matin au prix de 250 francs CFA. Nous en profitons pour dire salam alaikum à son directeur de publication qui n'est autre que Chanyao Arim Yao, El Adi Chanyao Arim Yao. Autour de ce plateau ce matin avec moi, Dominique Alizou, directeur de publication du journal La Chronique de la Semaine. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour aux auditeurs, aux éditrices de KNTB Espoir 47. Espoir 47. Et voilà, puisque nous l'évoquons toujours, médias partenaires, cette émission Grand Jury diffusée à Palimé sur les ondes de radio VGK, à Nègre sur les ondes de radio Lumière, à Lomé sur la 102.7 FM radio KNTB, et puis sur le web, 3 liens, le www.ebenradio.com, www.togovision.com et puis www.laverte.org, ce qui permet donc aux Togolais de la diaspora de vivre l'actualité de notre cher pays, à nous tous, le Togo. Rapidement, nous sommes aujourd'hui, ce matin, donc avec une équipe de la radio Mokpokpo, à travers son concept Miss Radio Mokpokpo. La Miss 2014, elle est avec nous ce matin, elle s'appelle Kitivon Inès, Miss Radio Mokpokpo 2014. Bonjour Inès. Bonjour. Ou dois-je dire Miss Inès? Non, Miss Radio Mokpokpo. Voilà, d'accord. Non, c'est-à-dire Miss Inès. Comme on dit, c'est pas Miss Chantal, Miss Jacqueline, j'en sais rien. Ok, d'accord, très bien. Et puis Sylvain Epiphane Vidirakou, il est le président du comité d'organisation de ce concept Miss Radio Mokpokpo. Bonjour. Bonjour, bonjour à Dominique, bonjour à tous les confrères et surtout bonjour à mes amis d'Afranian, tous ceux qui nous suivent actuellement au-delà des frontières togolaises. Et bonjour à tout le Bénin, au Bénin, à Comé, à Lokossa, à Gadomé, vers Cotonou et au Ghana à côté aussi. Voilà, d'accord, très bien. Et je crois que tout ce beau monde est à l'écoute et nous allons profiter de l'occasion pour saluer toute l'administration de la radio Mokpokpo et toute l'équipe qui évolue là-bas, sans oublier Innocent Zéou qui a fait des pas chez nous avant de vous rejoindre de l'autre côté. Mais avant de vous retrouver rapidement, Dominique, dites, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de voir les hommes de médias se lancer dans les activités culturelles? On a vu quand même l'organisation des matchs, que ce soit masculin ou féminin, pour immortaliser les anniversaires de Radio Sport FM, télévision, Télésport, et puis également aujourd'hui Miss Radio Mokpokpo. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce à dire aujourd'hui que les hommes de médias sont décidés à frapper fort?
Non, de tout temps, nous avons constaté que notre ministère, le ministère de la Communication, est souvent rattaché au ministère de la Culture et parfois au ministère du Sport. Généralement, on parle du ministère de la Communication et de la Culture. Bon, c'est dire que quelque part, nous sommes très très proches. Les hommes de médias et les hommes de culture sont pratiquement... ils ne font pas la même chose, mais nous sommes très proches. C'est nous qui faisons leur promotion et nous nous entendons bien. Et généralement, lorsque vous prenez des grands artistes, leurs promoteurs sont généralement des hommes de médias. Donc, c'est dire que nous sommes un peu proches et que de là, de quitter notre profession pour tomber dans l'organisation des événements culturels, c'est pratiquement... il n'y a pas un grand pas. Mais généralement, les grandes activités culturelles, vous allez voir, c'est les hommes de médias. Vous prenez par exemple les grands animateurs à travers le monde entier, c'est eux qui organisent les spectacles où les artistes viennent faire leurs prestations. Donc, c'est pas. J'ai l'impression que nous sommes pratiquement de même père, peut-être de mères différentes seulement. Voilà, en tout cas, ça fait quand même du bien. Et puis, je rappelle à ceux qui nous suivent que les journées portes ouvertes de la presse togolaise ont donc fermé leurs portes. Oui, le samedi. C'était samedi dernier. Alors, globalement, quel bilan on peut établir de cette édition? C'est la deuxième déjà. Oui, c'était une occasion de faire également, de mettre en exergue les gens, appeler nos consoeurs à œuvre, ou bien les filles ou les femmes à embrasser ce métier, parce que vous êtes sans savoir que généralement, dans les médias électroniques, notamment la radio, la télévision, il y a beaucoup de femmes, mais dans la presse écrite, il y a très peu de femmes. Donc, c'est l'occasion d'appeler, d'inciter nos jeunes sœurs à l'université et autres à s'intéresser à la chose médiatique, à s'intéresser au journalisme, et pour que véritablement que ça ne soit pas, parce qu'aujourd'hui la réalité est qu'il n'y a pas une seule directrice de publication. Il n'y a que des hommes. Nous sommes que. Il y en a eu quand même. Il y en a eu. Evelyne Benyedi qui a été directrice de publication. Oui, il y a Hunges également, mais ils n'ont pas fait long feu du tout. Donc aujourd'hui, lorsque vous fouillez sur le plan médiatique, surtout les tabloïds, la presse écrite, il n'y a pas de femmes. Donc je pense que ça a été l'occasion. C'était quand même un programme très très alléchant, parce qu'il y a eu beaucoup de communication, et ça s'est clôturé par le grand dîner de gala avec la présence des anciens, des aînés, dont le promoteur de la radio KNTB, M. Lanson Latévi, ils ont été également primés. Et donc, je pense que c'est une très bonne initiative. D'ailleurs, les partenaires ont adhéré à cela et ont accompagné le programme que le CONAP, accompagné de certaines organisations de presse, ont participé, sauf certains qui se sont démarqués. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une très bonne initiative. C'est la deuxième édition. Donc, nous espérons que peut-être dans les prochaines années, ça prendra beaucoup plus d'ampleur et que les journalistes se sentiront encore très proches de passer 2 ou 3 jours ensemble autour des thématiques et autres. Donc, je pense que c'est une très 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 bonne initiative. Voilà, je reste avec vous pour aborder ce match de football qui a opposé les journalistes, donc l'équipe de Média FC aux forces armées togolaises. Là, ça s'est bien déroulé. Ouais, ça s'est bien déroulé. Ça n'a pas fini. Non, comme je l'avais dit le lundi passé, je dis non, au fait, les journalistes et les forces de sécurité s'entendent d'une manière ou d'une autre. Et nous avons peur d'eux parce qu'ils sont solides, bien armés. Mais ils ont peur de nous à cause de notre arme, notre plume. Justement, nous sommes également bien armés avec notre plume. Ils savent que, au fait, nous sommes obligés, contraints d'être ensemble, de s'entendre et à ces occasions de participer, de faire un match élégant, sans heurts, sans problème du tout. Donc ceux qui s'étaient inquiétés que nous serons matés par nos frères forces de sécurité,
et ont été surpris que c'était une bonne ambiance et puis tout s'est bien déroulé. Voilà, en tout cas, le rendez-vous est pris donc pour 2016. Ouais, pour 2016, justement. Pour cette initiative à travers laquelle les populations se rapprochent donc des hommes des médias, découvrent comment le travail se fait, quelles sont les difficultés, tout le stress qui l'entoure. Et ça va peut-être permettre à ces populations-là de nous comprendre par moment. Justement. C'est vrai, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe derrière les caméras. Par exemple, lorsque nous prenons une télévision, par exemple, c'est tout un programme, c'est toute une organisation. Tout se fait justement en dehors de la caméra. En dehors de la caméra. Et vous prenez la presse écrite, ce qui se passe avant l'édition, la sortie d'un journal, et vous prenez également les radios. Donc tout ça, là, ça a permis au public d'avoir une petite idée sur ce qui se passe, comment les hommes de médias se débrouillent pour leur fournir de l'information de qualité, de première heure. Voilà. Merci donc à vous pour toutes ces précisions autour de ces journées portes ouvertes de la presse togolaise. Nous allons parler donc de Miss Radio Mokpokpo. Alors, Kitivo Inès, je vous vois, vous êtes dans vos parties. On comprend réellement que là, on a affaire à Miss Radio Mokpokpo. Mais dites, quels sont vos sentiments aujourd'hui, à quelques semaines, quelques jours de la fin de votre mandat? Merci. Avant de répondre à la question, d'abord de remercier les initiateurs de vos concours. Je veux parler du PDG de la radio Mokpokpo, tout le personnel de la radio Mokpokpo, le sponsor dans le poste de Vaughan, la poste de Vaughan, le directeur de l'école ANT Sophia, le directeur de la société Pélégacie Silori et les sponsors dont Voilà. D'accord. Mais venons à notre question. Comment vous vous sentez à quelques jours de la perte de votre courant? Je dirais que je me sens... Je suis pas trop... C'était pas... Ça me fait un peu mal de voir que je vais remettre bientôt ma couronne. Ça fait mal? Oui. Ah Je bon? vois que bientôt ce soit une autre personne qui sera... C'est pas l'image de la radio et que ce soit pour moi. Et ça me fait un peu mal. C'était comme ça parce que moi, si j'ai tout ça chez une autre personne, donc je savais que le moment allait arriver où j'allais trouver ma couronne aussi. Donc c'est ça. Voilà, tu as fait pratiquement un an et pour de ces 12 mois, quelles ont été les activités, les projets que tu as portés en tant que Miss Radio Mokpokpo? On a réalisé plusieurs projets ensemble avec le comité d'organisation. Nous avons eu à célébrer la journée internationale de la femme ensemble. Nous avons eu à donner des ateliers de formation aux femmes sur la formation des colliers, des pelles, comment faire les pommades, les gâteaux. Nous avons aussi animé des émissions pour sensibiliser les jeunes filles sur l'éducation, comment devenir une femme leader demain, comment être indépendante. Nous avons fait à cette émission à la radio. Alors aujourd'hui, avec ce concept Miss Radio Mokpokpo, est-ce à dire que c'est une bonne contribution pour l'émancipation de la jeune féminine? Oui, ça contribue vraiment à l'émancipation de la femme. Parce que quand tu te présentes d'abord, tu montres déjà que tu es capable aussi, tu peux relever le défi, que tu as la force, le courage d'être indépendante. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de prendre la parole devant un grand public. Donc, par la participation, tout le monde déjà que ça contribue au développement et à l'émancipation de la famille. D'accord, je vais vous laisser vous reposer un tout petit peu avant de vous retrouver. Alors, Sylvain Epiphane Bidirapou, vous êtes le président du comité d'organisation de Miss Radio Mokpokpo. Dites pourquoi cette initiative, ce concept Miss Radio Mokpokpo? Ok, avant de répondre à la question, j'aimerais faire juste un petit rectificatif pour dire que Inès Kitivo, elle est Miss Radio Mokpokpo 2015. Donc le 26 décembre prochain, nous allons élire Miss Radio Mokpokpo 2016. Voilà, donc c'est ce qui va se faire. C'était juste un rectificatif. Maintenant, pour revenir en arrière, le concept Miss Radio Mokpokpo, parce que nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Vous excuserez ma voix, je suis un peu enrhumé. Le constat est que les femmes dans ces milieux défavorisés, ou plutôt ces milieux un peu lésés,
par rapport aux femmes aussi de la grande ville qui ne sont pas tout à fait... Vous êtes en train de focaliser votre point de vue sur Afania et toutes les localités qui l'entourent? Non, pas seulement Afania. Ou les zones urbaines? Oui, je parle des zones semi-urbaines et les zones pas du tout urbaines. Je ne veux pas dire des zones laissées pour compte. Je veux plutôt dire tout simplement des zones défavorisées par le développement. Des zones, parce que même les femmes de Lomé ont ce même problème. C'est des femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ailleurs, il y a même des femmes qui pensent que leur rôle se limite au foyer. Il y en a qui pensent qu'elles n'ont pour rôle que de rester dans un champ, de cultiver la terre, de semer la graine et attendre quelques mois après pour que ça fasse un bon produit à consommer. Et puis c'est tout. Donc elles s'arrêtent là. Alors nous sommes dit à un moment donné, les femmes, elles peuvent aller plus loin. Il y a des grandes femmes dans l'histoire. Il y a les Colette en Europe, il y a les Beauvoir, il y a les Adjamabo Johnson, il y a les Victoire Debout, il y a les Sina Lawson, etc. Donc les femmes qui sont des modèles. Alors pourquoi ne pas présenter ces genres de femmes à nos jeunes filles comme des modèles pour qu'elles puissent suivre le pas. Pour les motiver. Pour les motiver. Et en même temps, pourquoi, au lieu même de prendre ces grandes femmes, pourquoi ne pas prendre des femmes parmi elles, des jeunes filles parmi les jeunes filles, et pour élire ces jeunes filles-là, dire, bon voilà, parmi vous, il y a au moins certaines qui y croient et qui pensent que les femmes peuvent aller plus loin. Alors c'est le cas de Inès Kitivo, qui est, cette année-ci, elle sera, enfin, l'année prochaine, elle passe en 4e année, donc en année de master en linguistique. Donc, quoi qu'on dise, sans vouloir la flatter, elle est un exemple pour les jeunes filles dont nous parlons. Et ces filles-là, donc les 10 filles que nous présentons au public, c'est des filles qui, sur le plan intellectuel, sur le plan scolaire, sur le plan culinaire, donc avec la cuisine à la maison, et même sur le plan de la politesse, de la civilité, sont d'une manière ou d'une autre, bon, on peut mettre quelques réserves, mais d'une manière ou d'une autre, des exemples à suivre pour les autres filles. Donc le concept est parti de là, motiver les filles, promouvoir l'émancipation de la femme, promouvoir l'autonomisation de la femme et surtout, au-delà de tout, promouvoir la scolarisation de la jeune fille qui est un problème dans ce pays. Quand on prend les constats, les chiffres sont là, les statistiques, on se rend compte qu'il y a plus de défections scolaires au niveau des filles qu'au niveau des garçons. Quand on prend les 10 ou 20 dernières années au Togo, sur 10 filles inscrites à l'école, au moins 6 sont rentrées à la maison. Alors que sur 10 garçons inscrits à l'école, il y a 8 qui sont restés à l'école. Tout simplement parce qu'il y a aussi la société qui contribue à cela. Donc nous pensons que si les parents à la maison voient qu'il y a d'autres filles qui évoluent et d'autres filles qui vont plus loin, ils se diront que tiens, moi aussi ma fille peut aller plus loin. Alors je l'envoie à l'école, je l'encourage et bien ça va aller. Vous voyez, je peux même donner, il y a plein d'exemples. Je peux même vous dire que dans le cas où il y a un parent qui a 2 enfants, une fille et un garçon, quand il lui faut, et la fille est souvent première à l'école alors que le garçon est souvent 26e à l'école, quand il faut choisir parce qu'il n'a plus de moyens, choisir entre les deux, qui laisse continuer l'école, il dit bon, je choisis le garçon, mais la fille, elle ira seulement épouser quelqu'un, puis c'est fini. Parce que pour lui, la fille n'a pas d'avenir, n'a pas d'ambition. Alors même si aujourd'hui, il y a les ONG qui travaillent beaucoup sur ce plan, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui restent à faire et Radio Mokpopo contribue à ce travail. Voilà. Alors cette année, l'événement se déroule autour de quel thème? Oui, cette année-ci, le thème c'est scolarisation de la jeune fille, autonomisation de la femme. Le but pour nous, vous l'aurez compris, c'est d'accentuer notre promotion vers la scolarisation de la femme. Parce que pour nous, c'est là où il y a vraiment le problème. Si les femmes sont de mieux en mieux scolarisées, je veux dire de plus en plus scolarisées, effectivement, elles seront de plus en plus autonomes. Quand nous parlons d'autonomie, c'est vrai, ça choque même certains, surtout dans la société assez masculinisée comme les nôtres. Mais ce que nous voulons dire par là, c'est que vous voyez, quand une femme, vous épousez une femme, et elle vous demande l'argent pour ses dessous, elle vous demande l'argent pour le sel, elle vous demande l'argent pour tout. En fin de compte, elle ne s'appartient plus. Elle n'a plus de vie. Elle dépend à 100% de vous. Vous savez que vous pouvez la traîner partout vous voulez. Elle est même moins qu'un enfant pour vous. C'est un peu comme si elle devenait un objet. Elle n'existe plus. Elle n'a plus de pensée parce que puisque c'est vous qui donnez l'argent, c'est vous qui décidez. À chaque fois. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le monopole du pouvoir à chaque fois. Alors qu'avec une femme qui est intellectualisée, elle a été à l'école, même si elle n'a que le bac, et elle fait quelque chose, elle a une activité, cette femme-là, elle participe à la décision. Parce qu'il s'agit pour nous de construire à l'avenir des sociétés dans lesquelles les femmes participent à la décision et non pas une société dans laquelle les femmes subissent les décisions. Il ne faut pas qu'elles subissent, mais qu'elles participent à la prise de décision. Donc c'est d'ailleurs le pourquoi, comme Inès le disait, tu suis dans son programme, elle a eu à parrainer une formation, disons un atelier de formation multisectorielle à l'endroit des femmes. Il y a eu environ une centaine de jeunes filles et de femmes, même de vieilles mamans que nous avons formées pour qu'elles puissent se prendre en charge.
Elles ont été formées à la fabrication des perles, des savons liquides, des gâteaux flancs, par exemple, pour les réceptions, de la décoration. Il y a eu plein de choses. Il y a eu en tout pour tous 6 ateliers le jour-là. Donc ça a permis à ces femmes aujourd'hui, certaines se prennent en charge grâce à la fabrication de perles africaines. Très bien, vous avez assez compris. Mais dites, là, nous avons avec nous Kitivo Inès, vous l'avez dit, qui est en 4e année master, d'accord. Elle fait la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver à un moment où la femme, entre griffes non émancipée, soit élue Miss Radio Mokpopor? Pour moi, je pense que là, il faut se demander ce que nous mettons dans émanciper. Parce que pour nous, les femmes avant tout sont un peu comme un œuf dans une société. Il faut les respecter, il faut les aider. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de ça, il faut les aider. Et pour nous, je pense que ce que vous voulez dire surtout, c'est de savoir si une femme qui n'a pas été à l'école peut participer. Oui. Sur ce plan, dans nos critères aujourd'hui, la femme qui n'a pas été à l'école ne peut pas y participer. Il faut avoir un niveau minimum de collège. Il faut être au minimum au collège et nous vérifions les bulletins scolaires, tout ça, puisque nous voulons encourager celles qui vont à l'école. Si nous mettons aussi à élire celles qui n'y ont pas été, c'est un peu comme nous allons contre notre propre, nous ramons contre notre propre énergie, parce que nous voulons promouvoir avant tout la scolarisation. Donc les femmes qui sont émancipées, c'est vrai, c'est des femmes qui sont épanouies, c'est des femmes qui peuvent décider d'elles-mêmes sans attendre. Par exemple, une élection, c'est une femme qui ira voter elle-même de son propre gré, un parti, alors qu'une femme non émancipée, c'est une femme qui ne votera que ce que son mari ou son grand frère ou son jeune frère lui aura dit de faire. C'est ça. Donc les femmes émancipées, oui, il y en a, mais le problème c'est que disons, actuellement, nous constatons qu'elles ne sont pas assez émancipées. Et il faut les aider à s'émanciper totalement. Parce que ce n'est que comme ça que la société grandira. Voilà, donc les femmes émancipées, oui, tout le monde a sa place à Mir Radio Mokpopor. Sauf que quand on n'a pas été à l'école, ça devient un peu plus compliqué parce que dans l'organisation, même dans la manière dont nous faisons les choses, quand une fille n'a pas été à l'école, je doute fort qu'elle puisse être même dernière. Voilà. Une dernière question avant de vous laisser souffler un tout petit peu. Quels sont les critères, puisque vous en avez parlé, les critères de désignation des candidates? Ok, les critères de désignation des candidates, bon, disons, cela existe sur 2 plans. Premièrement, il y a les critères pour retenir les candidates. Ensuite, il y a les critères pour choisir Miss Radio Mokpopor. Pour retenir les candidates, il faut avoir la taille minimum d'1m60. Il faut être au minimum au collège. Et il faut avoir un âge compris entre 18 et 24 ans. 24 ans à la date du concours. Il faut, par exemple, il faut un bulletin, il faut des papiers scolaires assez respectables. C'est que nous ne prenons pas, par exemple, quelqu'un qui a fait la terminale 4 fois. Vous voyez, ça pose un petit problème. Problème. Oui, c'est ceux qui ont fait un peu réussi. Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que c'est difficile de présenter quelqu'un qui a fait la terminale 4 fois en modèle. C'est très compliqué. Parce que les gens se diront que voilà, elle n'est pas intelligente. Même si à l'école, ce n'est pas une question d'intelligence. On parle de terminale, hein? Oui. À l'école, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est plutôt une question d'habileté. Nous n'allons pas aller sur ce plan. Mais il faut quand même dire que c'est difficile de présenter une fille qui a fait 4 fois la terminale comme un modèle pour les autres filles. Bon, donc il faut avoir un bulletin exemplaire, assez exemplaire, parce que nous pouvons avoir jusqu'à 40 candidatures. Maintenant, pour faire le casting, il faut faire le tri. 10, oui, on a l'habitude de retenir. Bon, premièrement, par 10, on retient une quinzaine. Et ensuite, maintenant, pour les 15, on fait un casting. Donc, pour les retenir, on voit le bulletin scolaire. Tous les bulletins scolaires, on les voit. On voit les notes, on voit les moyens. Donc, dans le cas où, par exemple, il y a 5 candidates qui sont toutes en terminale et une a fait 4 fois la terminale. Automatiquement, si on doit choisir une parmi les 5, elle est recalée. Il y a une qui a eu, par exemple, 15 de moyenne. Elle est considérée forcément par rapport à les autres qui ont eu 14, 13 et 12 de moyenne. Donc, nous disons que nous présentons la plus modélisable. Voilà. Et la beauté? Non, à Miss Radio Mokpopor, la beauté ne compte vraiment pas. Mais ça a quelque chose à voir? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, strictement pas du tout. La preuve, elle est belle? Non, c'est juste une coïncidence. Bon, il y a quelqu'un qui dit que toutes les femmes sont belles, encore à vérifier, mais bon. La soirée de l'élection Miss Radio Mokpopor, quels sont les critères? Puisque la question m'amène à répondre à cela. Quels sont les critères? Il y a, par exemple, quand vous voyez les filles sortir pour le défilé, nous, ça ne compte pas. Le jury ne compte pas ça. On compte la chorégraphie. Parce qu'une femme leader doit pouvoir faire ce qu'on lui demande. De danser, doit pouvoir danser, doit pouvoir aller à des soirées, des réceptions. Une femme leader, c'est ça. Donc, on compte ça.
On compte par exemple la motivation, elle doit pouvoir motiver sa présence sur scène. Pourquoi je suis à Miss Radio Moko? Qu'est-ce que je veux? Nous voulons savoir si elle est au moins fixe dans sa tête, si elle est claire dans sa tête par rapport à ce qu'elle veut. Donc ça compte. Le côté expression, l'éloquence, la grammaire, pour nous c'est important. Une fille qui parle un faux français, ça va être difficile pour nous de la présenter comme modèle. Donc elle doit, disons, parmi les 10, il faut qu'elle soit... Vous préparez pas, puisque habituellement ces histoires de Miss, selon nos informations, parfois on donne des fiches que les filles sont censées mémoriser, réciter. À Radio Moko, elle présente elle-même leur motivation. Elle les prépare elle-même, seule. Et le jour J, tu présentes ce que tu peux faire. Nous préférons les voir dans leurs états naturels. Sans aide. Seulement, on les forme par rapport au thème, on leur explique ce que ça peut vouloir dire, etc. Parce que le jour-là, on peut vous poser la question, qu'est-ce que le thème vous inspire? Et vous devez répondre. Voilà. Donc, il y a tout ça. Ensuite, il y a l'art culinaire. On veut savoir, il faut qu'une femme leader sache faire la cuisine. Puisque dans notre société africaine, la femme, le foyer lui appartient, quoi qu'on dise. Donc, il faut qu'elle sache faire la cuisine, c'est très important pour nous. Il faut aussi qu'elle sache danser. Elle prépare quel genre de... Elle prépare... Bon, disons oralement. Par exemple, quand on dit à des mains, il doit dire avant de faire des mains, il faut acheter le charbon, il faut mettre le feu, il faut faire ci, il faut faire ça. Elle décrit tout en intégralité, s'il vous plaît. Oui, et quand elle décrit tout, il y a les jurés qui sont là et qui notent. Et je peux vous dire de manière anecdotique que l'année passée, en cuisine, des gens ont même eu seulement 2 sur 10. Oui, parce que ça arrive. Il y a des filles qui ne savent pas préparer, ça arrive. Alors, ça veut dire qu'Inès, elle doit être très calée en cuisine. Non, puisque la cuisine n'est pas le seul critère. Vous pouvez avoir 2 en cuisine et avoir 10 en motivation, par exemple. Et si vous voulez l'histoire toujours anecdotique, Inès a été très bien en motivation. Elle était très bien. Mais en cuisine, elle a été médiocre. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Les jurés ont apprécié comme ils pouvaient le faire. Mais moi, j'ai retenu. Le jour-là, le public criait même lorsqu'elle se motivait. Oui, parce qu'elle avait bien fait ça. Elle a bien fait ça. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, nos critères ne comptent vraiment pas la beauté. Je dirais, sans être insolent, qu'on s'en fout même, quoi. Et la tradition? Oui, la tradition, justement, les danses traditionnelles. Comme je l'ai dit, tu dois savoir danser ceux qui viennent de chez toi, ou au moins ceux qui viennent de ton pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un melting pot, on ne peut plus parler de Togolais, de Kara, ou de je ne sais pas quoi. Mais il faut dire justement Togolais. Nous sommes une nation. Alors, tu peux être gain, mais savoir danser de, je sais pas, Cameroun, ou être kabien, mais savoir danser après c'est Gbadja. Oui, donc l'essentiel est de connaître une danse de chez nous. Et il faut dire que Inès, par exemple, elle est béninoise. Donc Miss Radio Moko ne s'arrête pas dans les frontières togolaises. On va au-delà. Tu peux venir de l'Algérie. Le chant de... oui, de l'Algérie, c'est un peu prétentieux de le dire peut-être, mais je le dis quand même. C'est que tous ceux qui font partie de l'auditoire de la radio. Voilà. Du champ de couverture. Oui, du champ de couverture, oui, de la radio. Donc, tout le monde peut participer. Donc, ça voudrait dire que le spectacle se déroule où? À la place des fêtes de la radio. De la radio. Donc, ça voudrait dire que Élise, par exemple, si elle se lève, elle peut arriver à Miss Moko. Si elle a un âge compris 18 et 24. Mais elle a juste 19 ans. Et demi. Malheureusement, ce ne sera plus cette année, mais l'année prochaine. Parce que là. Donc, chez vous, on ne force pas les choses? Non, pas du tout. Il n'y a pas de corruption, non? Non, il n'y a aucune influence. Ah, d'accord. Les jurés, même, je peux vous dire que moi, président du comité d'organisation, je ne connais pas encore les jurés. Ah, d'accord. D'accord, très bien. On va vous laisser vous reposer un tout petit peu, on va vous retrouver tout à l'heure. Alors, Dominique, nous allons parler de cette avancée du Togo qui va bénéficier en 2016 du programme Threshold, un programme qui permet de valider plus rapidement les 20 critères exigés pour parvenir à l'éligibilité au Millennium Challenge à compte. Une avancée majeure. Oui, évidemment, le Togo s'est réveillé et a frappé fort pour en arriver à ce résultat parce que ça n'a pas été facile parce que lorsqu'on parle de ce programme, c'est des États, des pays du monde entier. Et c'est un grand pays, notamment vous prenez l'Inde par exemple, qui est un pays émergent, participe également et d'autres pays. On postule. Donc, et les critères sont très, très sévères et rigoureux. Très contraignants. Oui, très contraignants. Et je pense que le Togo s'est réveillé très tôt. Et c'est vrai que si nous prenons certains pays, les pays de la sous-région, notamment le Bénin, le Burkina, le Ghana, ils ont déjà eu la chance d'obtenir
ce Millennium Challenge, parce que c'est des fonds très importants quand même que le gouvernement américain met à disposition de ces États pour les accompagner dans leur développement, notamment en matière d'infrastructure, en matière de la scolarisation, de l'addition d'eau. Donc il y a beaucoup de choses qui s'y retrouvent. Donc le Togo est sur vraiment un très bon pas. Le fait même d'être qualifié pour cette étape est une avancée majeure parce que, il faut le dire, ça permet, selon certaines informations, et ça permet donc au gouvernement américain d'envoyer des experts dans certains domaines où le Togo peine à évoluer ou à pouvoir se qualifier. Donc ça permet donc à ces experts d'accompagner le Togo dans ce domaine. Par exemple, nous prenons par exemple au niveau de la corruption, par exemple, si le Togo a des difficultés à lutter efficacement, bon, ce programme lui permet d'avoir des moyens et des experts nécessaires pour accompagner le pays et pour que, bon, dans les prochaines années, nous puissions avoir la chance d'être totalement qualifiés et bénéficier d'importants fonds pour le développement de notre pays. Voilà, très bien. Ça, je crois que ça interpelle finalement le gouvernement togolais à plus d'efforts. Plus d'efforts. Sur certains secteurs, notamment en matière de réformes économiques, le Togo a fait vraiment de grands pas, notamment dans les droits de l'homme également. Le Togo a validé au niveau il y a beaucoup de la communication, il y a beaucoup de secteurs qui entrent en compétition. Donc, le Togo a vraiment fait un très grand pas. Et parce que ce n'était pas donné à n'importe qui, nous avons validé 10 points. Et donc, je pense que le reste maintenant, avec l'accompagnement de l'étape à laquelle nous sommes actuellement, il serait facile pour le Togo de bénéficier dans les prochaines années de ce programme très alléchant qui permet vraiment, qui permettra au Togo. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez dans certains pays, certaines infrastructures, vous allez, ce pays. Mais justement, ce programme a contribué. Non, vous prenez par exemple le Ghana. Le Ghana, il n'y a pas longtemps, tous les Togolais qui vont à Accra, ils reviennent, dis donc, au Ghana, il y a de bonnes routes, il y a des échangeurs, il y a ci, il y a ça. Justement, ce programme a contribué énormément. Parce que c'est des milliards de francs CFA qui sont investis dans ce domaine. Et vous prenez pas dans les poches. Non, pas dans les poches, mais c'est bien suivi. Par exemple, je vous donne l'exemple du Bénin où, parce que souvent on ne décaisse pas tout. Il y a une première, une deuxième, voire troisième tranche. Donc, au niveau du Bénin, vous vous rappelez du scandale de détournement des fonds destinés à la construction des barrages et autres, pour avoir de l'eau au Bénin, des forages et consorts. Mais c'est des fonds financés par, je pense, la Chine. Mais quand le scandale s'est éclaté, le gouvernement américain a dû suspendre son décaissement. Donc rapidement, il a fallu que ceux qui ont commis ces genres de CAF soient interpellés et pour répondre devant la justice. Et c'est ce qui a motivé encore le gouvernement américain à passer au décaissement de la deuxième tranche. Bon, ça voudrait dire que c'est suivi scrupuleusement et que lorsqu'il y a défaillance dans un domaine, rapidement, ils suspendent et ils attendent qu'il y ait des améliorations avant de poursuivre le programme. Parce que l'objectif, je pense, est beaucoup plus d'aider les États. Soigner la gouvernance. Oui, et soigner la gouvernance, aider les États à évoluer. Et donc, ces sous qui est une contribution des Américains ne peuvent pas se retrouver dans les poches des uns et des autres. Donc, je pense que tout Togolais doit œuvrer ardemment pour que le Togo arrive à obtenir ces sous et ça permettra véritablement de booster le développement, surtout sur le plan infrastructurel où aujourd'hui tous les Togolais reconnaissent quand même que nous venons de très loin, mais le Togo a fait des pas de géant et que ça permettra véritablement d'aller plus loin. Très bien. Nous allons rapidement rester avec vous. Nous parlons de l'année 2015, le bilan sur le plan politique. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année 2015 sur le plan politique? Non, l'événement majeur, c'est le scrutin de 25 avril 2015. Sur le plan politique, c'est ce que nous pouvons retenir. Et ça s'est soldé par un scrutin apaisé, sans heurts. Et pourtant, à la veille, beaucoup ont prédit l'hécatombe. D'autres ont vu des morts, des cadavres partout à l'époque, quand nous nous disions que nous ne sommes pas dans leur schéma, que nous pensons que les Togolais sont mieux aujourd'hui
pour aller à une élection présidentielle, puisque au fait c'est l'élection présidentielle qui cause beaucoup plus de problèmes au Togo. Mais vous vous rendez compte, tout le monde s'est rendu compte que pour ce scrutin de 2015, tout s'est bien passé comme c'est d'habitude. Les observateurs étaient déployés sur toute l'étendue du territoire. Les candidats avaient la latitude de faire leur campagne comme il se doit. Et la population a participé. À ce jour, la communauté internationale également a participé d'une manière ou d'une autre. À travers les observateurs, c'est vrai que cette communauté a beaucoup plus financé les observateurs locaux. Vous prenez par exemple l'Union européenne, pour la première fois, l'Union européenne a procédé aussi à la compilation des résultats. Au niveau de Daoba, ils ont installé une plateforme, et au niveau de Daoba, et je vous dis que les observateurs qui ont déplacés sur l'étendue du territoire ont envoyé les résultats, et selon le chef de la délégation de l'Union européenne que nous avons rencontré quelques jours après la proclamation des résultats, il a reconnu que lui, déjà à 19h, il était allé à la présence de certains ambassadeurs pour suivre les résultats que leurs envoyés spéciaux ou leurs envoyés dans les bureaux de vote devaient leur donner directement. Et déjà à 20h, 21h, ils avaient vu le schéma que le président Faure Gnassingbé était largement en avance. Donc aujourd'hui, c'est un exemple vivant et c'est l'ONG, la concertation de la société civile qui a piloté ce projet financé par l'Union européenne. Donc aujourd'hui, pour une fois, il y a des observateurs, même si c'est des observateurs locaux, qui ont fait un travail de compilation parallèle à celui de la CENI. Et donc, la contestation n'avait plus, bon c'est vrai, on peut toujours contester, mais les acteurs, c'est d'ailleurs pourquoi, j'estime que c'est d'ailleurs pourquoi que le candidat du CAP 2015, Jean-Pierre Fabre, n'a pas daigné faire de recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas par manque de confiance à l'égard de la Cour constitutionnelle, d'une institution. Mais c'est auprès de cette Cour-là qu'ils ont déposé leur dossier. Et c'est cette Cour qui a validé leur dossier. S'il y a manque de confiance, normalement, ils devaient recuser cette Cour-là. Ils disent que non, nous n'avons pas à passer par vous, nous allons nous débrouiller autrement. Donc, s'ils ont eu confiance à cette Cour en déposant leur dossier, qui a validé leur dossier, pour qu'ils puissent participer, il n'y a pas de raison. C'est qu'eux-mêmes, ils sont conscients, et selon certaines informations, que c'est une indiscrétion, le CAP 2015 avait également installé une plateforme pour recueillir les résultats. Et à une certaine heure, ils ont dû arrêter parce qu'ils ont compris que ça n'allait pas à leur faveur. Ils ont dû arrêter parce que les résultats étaient à leur défaveur. Donc ils savaient que véritablement ils ont... Et qu'est-ce qui justifie la contestation finalement s'ils savaient? Non, la contestation, contrairement à la maturité de certaines oppositions en Afrique, mais d'autres ils sont toujours restés cloîtrés dans leurs anciennes méthodes qui consistent à recuser l'évidence. Puisque l'évidence est là, ils sont conscients. Et je vous dis justement une confidence que la plateforme de l'Union européenne en question, c'était en fait pour aider l'opposition. Puisque l'opposition, elle s'est plaint surtout l'ANC, qu'à chaque fois, ils gagnent les élections quand ils volent. Et c'est là l'Union européenne a dit, bon, si tel est le cas, nous allons financer une plateforme avec des observateurs qui nous enverra des résultats. Et là, on va comparer avec les résultats de la CENI. Et donc, au fait, c'était un soutien pour l'opposition que l'Union européenne a fait ce projet à coups de milliards. Et donc, la réalité, c'est que il fallait pas. L'honnêteté aurait voulu que Jean-Pierre Fabre reconnaisse au soir de la proclamation des résultats et son échec, et encourager, féliciter le vainqueur, Faure Gnassingbé, et espérer la prochaine élection. Peut-être qu'en 2020, les Togolais peuvent porter leur chance sur lui. Pourquoi pas? Et Sylvain, qu'est-ce qui vous a marqué en 2015 sur le plan politique? Je pense que force est de dire que il s'agissait plutôt des scrutins, du scrutin présidentiel, de l'élection présidentielle du 25 avril dernier. Mais moi, je ne m'appesantirai pas forcément sur l'élection même, mais je m'appesantirai plutôt sur trois faits lors de ces élections. Premièrement, il y a le ridicule que la CENI nous a montré le soir de la proclamation, l'éviction du vice-président, la bagarre entre le vice-président et le président à la télévision nationale que tout le monde a vu dans le monde entier,
Pour moi, ça a été très ridicule. Et quel que soit le bord où on se trouve, que ce soit dans l'opposition ou au pouvoir, je pense que c'est un ridicule que tout le monde a constaté. Et il faut le dire, ça m'a marqué. Il y a la cacophonie maintenant dans la proclamation des résultats par rapport aux chiffres. Les chiffres qui ne concordaient pas. À un moment donné, on recollait, on colmatait. Ça aussi, ça a été ridicule, ça m'a marqué. Et le troisième point maintenant qui m'a marqué, c'est la formation du gouvernement qui a été faite plutôt en 3 temps. On nous a annoncé un gouvernement vers midi, je crois, un autre dans le journal de 20h, et après le lendemain, je crois, si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, une autre partie. Donc ça aussi, je ne sais pas si ça s'est déjà passé dans un autre pays, mais bon, malheureusement, ça s'est passé chez nous. Moi, j'espère tout simplement que ça ne se passera plus. Je pense que Dominique qui disait tout de suite 2020, j'espère qu'en 2020, ça ne se passera plus, que tout ira pour le mieux. Politiquement, ça m'a marqué. J'ai jamais vu ça. Oui, ces 3 choses, ça m'a marqué. J'ai jamais vu ça. Je souhaiterais que mon pays fasse tout pour que cela ne se répète plus. Vous partagez ces inquiétudes? Oui et non. D'abord, s'agissant de la cacophonie au niveau de la CENI, il faut reconnaître que cela relève de la malhonnêteté des représentants de l'ANC, ou bien du CAP 2015, notamment notre confrère Pedro Amouzou, qui était le vice-président, qui était là, qui a voulu bagarrer avec tout le monde. Et au finish, les gens l'ont vu à la télévision en train de faire son petit malin. Mais après, quand la radio RFI lui a posé des questions, il disait que lui, il est à la maison, que lui, il était assis dans son salon et on proclamait les résultats. Alors que nous l'avons vu à la télévision en train de gesticuler, en train de faire du bruit autour de cette histoire. Je pense que cela relève de la malhonnêteté de l'être humain qu'on ne peut pas s'en passer. Maintenant, est-ce ce n'aurait pas été souhaitable de voir, parce que quand il s'agissait de prendre des décisions données, des décisions antérieures, on a vu quand même le bureau de la CENI en bloc. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la proclamation des résultats, ce sera en lambeaux? Imaginez-vous que de tout temps, on a accusé la CENI de traîner dans la proclamation des résultats, en estimant que entraînant profite pour tripatouiller les choses. Pour une fois, la CENI veut aller vite en présentant les données qu'elle a recueillies, et d'autres disent non, notamment le candidat du CAP 2015 et ses représentants à la CENI. Et je vous dis qu'en coulisses, certains membres ou représentants du CAP 2015 à la CENI ont quand même fustigé ce comportement de notre confrère Francis Pedro, qui n'était pas de nature quand même, qui a terminé un peu d'une manière ou d'une autre leur image. Parce que vous vous rappelez que les résultats étaient là. On veut proclamer, et ils disent non, pas que ça. Il a fallu l'arrivée du président Yahi Boni du Bénin, de Alassane Ouattara, Ghanéen et Ouattara, Ivoiriens, qui sont arrivés. Et j'étais à la conférence de presse, ils ont reçu les protagonistes. Et finalement, ils ont, avec la présidente des diplomates, et rapidement, ils ont procédé à la proclamation de ces résultats. Peut-être c'est ça qui peut-être explique un peu quelques imprécisions et des chiffres, mais est-il que les données sont là et que tout le monde pouvait après consulter. C'est-à-dire peut-être c'est l'imprécision du président de la CENI qui parfois, parce qu'il y avait des tractations, pas des tractations, mais il y avait des velléités en interne qui n'étaient pas de nature à créer une sérénité pour le président de la CENI. C'est signe d'une pression quelconque, par exemple, qui l'aurait amené à un tout petit peu se mélanger. Oui, c'est ce que je dis avec le comportement des représentants de l'ANC. N'était pas de nature à lui offrir la sérénité nécessaire pour proclamer en toute simplicité ses relations, ses résultats. Donc je pense que ça a été quand même un facteur. Et nous-mêmes, comme il a dit, ce spectacle qu'on a vu à la télévision de la part du vice-président de la CENI, notamment Francis Pedro, n'était pas quand même, c'était pas quand même honorable. Et c'est-à-dire lorsque on a en face une défaite, mais la bienséance voudrait qu'on reconnaisse. Une défaite aussi, c'est une victoire. Donc, qui de toute façon, non. Ça a manqué de fair play. Mais justement, c'est ce qui a été. Alors, parce que je vous dis que lorsque vous rencontrez le représentant, le chef de la délégation de l'Union européenne, M. Martinez Berlanga, il vous dit que c'est pour aider l'opposition dans une transparence qu'ils ont mis en place cette plateforme qui a, je vous dis,
produit des résultats parallèles qui n'ont rien à faire avec ce que la CENI proclamait. Donc je me dis que face à cette situation, la bienséance voudrait qu'on soit faible comme partout, comme au Burkina, ailleurs, où à chaque fois, la dernière fois, l'opposition, Zéphirin Davi a rappelé son challenger, quand bien même ils ont émis des réserves, mais ils ont dit, bon, au finish, il a gagné. Il a félicité, il a le félicité, c'est ce qu'on devait voir de la part de Jean-Pierre Fabre. Bon, je pense que en politique, on ne finit jamais de grandir. Espérons qu'en 2020, s'il est encore battu, qu'il ira présenter ses félicitations au vainqueur. Peut-être s'il est lui-même vainqueur. Vainqueur, ok. Pourquoi pas. Mais je pense quand même que s'il advenait qu'il mordait encore la poussière, qu'il ait l'honnêteté cette fois-ci de suivre les autres oppositions à travers le monde entier en présentant ses félicitations. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. On va prendre 1 minute pour rapidement parler de l'autre aspect que je vais évoquer par rapport à la politique et une dernière minute pour finir avec Miss Mokoko. Alors, l'année 2015, c'est aussi cette année où 2 anciens lieutenants de l'Union des forces de changement ont trouvé nécessaire de créer un parti politique. Il y a Fulbert Sassou Atissou, qui a été un ancien de l'UFC et qui a créé le mouvement des patriotes, et aujourd'hui il est devenu leader d'un parti politique, le Togo Autrement. Récemment, c'est les démocrates, portés sur les fonds baptismaux par le député Nicodème Rabia. Ça aussi, c'est... Plutôt, j'allais rectifier pour dire que c'est l'ancien ministre de la communication, Djimon Oré, qui est un lieutenant de... Oui, là je parle de 2015. De 2015. Oui, c'est après les élections. Djimon Oré a plus d'1 an déjà. C'était en 2014. C'est en 2014, après le scrutin législatif. Voilà. Okay. Non, il faut dire que c'était prévisible. C'était prévisible. L'UFC a commencé à s'effriter depuis l'entrée au gouvernement des agos. Voilà, des agos, les amis de Gil Christ Olympio. Donc l'UFC a commencé à s'effriter. Je pense que ça s'effritera encore plus. Oui, oui. Ce n'est pas une prophétie. Ça va disparaître? Oui, total. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'UFC est morte politiquement. Bon, ce n'est pas moi qui le proclame, mais c'est le constat que vous le proclamez, moi. L'UFC est morte aujourd'hui. À une élection, l'UFC ne pourra rien. Je pense que les Dimon, les Habia et tout ça, ils ont voulu juste un peu profiter de leur petit aura qui leur reste encore dans leur localité pour créer ce parti. Ça leur permettra au moins d'être député aux prochaines élections. C'est tout. Dimon Oré, chez lui, là-bas, il est populaire. Nicodème Rabia, chez lui, il est populaire. Atissou Fulbert, bon, lui, ça fait une certaine popularité dans les médias et en ayant un bon contact avec la plupart des éléments de la classe politique. Donc, ça leur profitera un peu. Mais pour les autres, ceux qui restent encore dans l'UFC, je pense que Gilles Olympio lui-même étant déjà vieux, entre sénilité et la vieillesse, on n'a plus grand-chose, ni à perdre, ni à faire. Donc, je pense que le parti là va, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, disparaître. Oui, voilà. Dominique. Moi, je ne voudrais pas quand même... L'UFC, finalement, comme j'ai lu ça quelque part, est devenu une poule pondeuse qui pond assez de partis politiques au Togo. Bon, c'est vrai que l'UFC a traversé une grande crise avec d'abord le départ de ses lieutenants ou bien de son lieutenant préféré, s'il faut le dire ainsi, Jean-Pierre Fabre. Et son départ... Ça a commencé quand même par le nid... Non, mais c'est le départ de Jean-Pierre Fabre qui a vraiment sonné le glas de la scission vraiment au sein de ce parti qui, lors des législatives de 2013, a difficilement obtenu, je pense, 3 députés. Et sur les 3 aujourd'hui, je pense qu'il reste encore, puisque Djimon Oré, puisqu'on ne l'a pas reconduit ministre, bon, il a mangé, c'était bon, c'était doux, et le fait qu'il n'a pas été reconduit, il a préféré claquer la porte. Habia, qui n'a pas été élu dans sa localité aussi, a sorti de ses grèves contre Gilles Christ, alors que Gilles Christ c'était tout pour Habia. Dans certains dossiers dont je préfère encore ne pas le révéler ici, mais il a bénéficié de la couverture sérieusement de Gilles Christ, sinon il allait finir ses jours dans quelque part. Donc je ne voudrais pas le dire. Bon, donc aujourd'hui, il reste qui encore? Il reste Brim Diabaté, qui à Mango, malheureusement aussi, lui et Johnson se sont rentrés dedans dans cette histoire de faune, puisque Johnson n'a pas trouvé nécessaire de mettre
son ami de l'UFC dans la commission pour manger un peu, ça c'est clair. Tout est lié au management. Ah oui. Et donc, on va y revenir. C'est un peu compliqué, c'est vrai, mais moi je ne prédis pas la mort quand même du parti. C'est jamais peut-être que le vieux loup de la politique Jésus-Christ peut se réveiller, sortir de certaines recettes pour galvaniser encore ses militants et appeler les gens. Parce qu'aujourd'hui, au niveau aussi de l'ANC, ça ne semble pas bien marcher. Parce que les militants sont fatigués de marche, parce qu'ils ont marché pendant 4 ans. Je ne sais pas si vous le savez. S'il y a un peu à discerner, on va y revenir. Donc, c'est ça. Très bien, on vous a assez compris. Alors, Inès, dites, l'événement, c'est déjà quand? C'est déjà le 26 décembre 2015. Alors, un dernier mot. Il y a 10 candidates à l'assaut de votre jolie couronne. Oui. J'aimerais simplement dire qu'on vous attend massivement le 26 prochain à Fayon pour venir nous soutenir les filles, parce qu'elles sont toutes belles, intelligentes. Mais comme on le sait tous, c'est une seule qui partira et puis avec la couronne. Mais d'avance, si elles sont à l'écoute, qu'elles sachent qu'elles sont, il y a des miss, qu'elles sont belles, et que celles qui viendront après moi, je suis là pour travailler avec elles, toujours comme de nous. Et je compte surtout sur toute la population de Lomé. On va vous voir massivement à Fayal le 26 prochain. D'accord. Il faut mettre à Fagnac Bléta, c'est ça, non? Voilà, un dernier mot. Oui, moi je voudrais faire la même chose, inviter les uns et les autres à se présenter massivement le jour-là. Il y aura Ethan, il y aura Sneki, il y aura Diffason, il y aura Light Baby, il y aura Chris Romero, il y aura Jekal Bill, il y aura Borgas, il y aura Bonzeb. Donc, il y aura aussi les griots noirs du Togo. Donc, il y a vraiment tout un arsenal pour cette fois-ci, cette 6e édition. Ça sera une grosse fête. L'entrée, c'est 2000 francs, 3500 pour les couples et 5000 pour la réservation et la place VIP. 90 03 21 12 90 03 21 12. Vous l'appelez et vous confirmez votre participation. Merci donc à toutes et à tous. Nous sommes très acculés par le temps. Merci. Nous avons reçu Dominique Alizou, directeur de publication du journal Courrier de la semaine, un journal qui sera dans les kiosques jeudi prochain. Merci à Inès Kitivon, Miss Radio Mokpokpo 2015. Merci à Sylvain Pifan Vidirakou, qui est le président du comité d'organisation de Miss Radio Mokpokpo. Merci donc à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, à Saint-Ponfon, Élise Agossou et puis Consivision, sans oublier Octavio Alago. Bien de choses, c'est vous. Également à la radio, l'équipe de la radio Malix, ma gloire à sa tête. Merci à vous toutes et à vous tous. Bon début de semaine. Au revoir.